Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne PMC Expertise Comptable. Donc PMC Expertise Comptable, c'est une chaîne où on partage du contenu à destination des investisseurs immobiliers ou des créateurs d'entreprises. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle interview. On va interviewer donc Julien Loboda. Alors, je vais te laisser te présenter dans Pas de quelques souci, instants. bonjour. Tu vas nous dire, tu vas nous dire ce que tu fais. Aujourd'hui, donc c'est une interview destinée aux investisseurs immobiliers. Donc, on est dans cette thématique. Je vais te laisser te présenter. Et puis après, on va échanger justement sur la location meublée saisonnière, etc. Voilà, je te laisse te présenter, Julien. Ouais, pas de souci. Donc je m'appelle Julien Loboda, je suis multi-investisseur immobilier depuis pas mal d'années, depuis 2012 maintenant. Donc j'ai deux grandes activités. Donc je suis investisseur immobilier avec une grande partie en location meublée sous diverses formes. D'accord. Et j'ai une autre activité qui consiste j'ai une activité en ligne en fait, dans laquelle j'accompagne des personnes qui veulent investir, donc soit des parfaits débutants, Ouais. soit des gens qui ont déjà investi mais qui veulent passer à quelque chose de plus, au niveau supérieur, quelque chose de plus rentable ou des montages plus élaborés. Voilà, j'ai une activité de formation et d'accompagnement en ligne ou en présentiel à destination de ces personnes-là. D'accord, Voilà. ok. Bon, très bien, merci, merci pour cette présentation. Donc nous, aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier, qui se posent notamment, la première question qui vient, c'est déjà dans quoi je vais investir, effectivement. Ouais. Quelle va être la typologie d'investissement? Est-ce que je vais faire du saisonnier, de la longue durée? Et également, quel statut je vais choisir? Ouais. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais déjà peut-être toi nous présenter comment tu as commencé à investir dans l'immobilier, sur quel statut tu t'es orienté et quelle typologie d'investissement tu as commencé au niveau de tes investissements? Ouais, ok. Donc moi j'ai commencé à investir en immobilier, donc on va parler de l'immobilier physique. Oui. J'ai commencé à investir dans un appartement en location saisonnière. D'accord. J'ai une partie de ma famille qui vit en bord de mer, le choix s'est imposé un peu comme ça. Je me suis dit tiens, ça permet d'en profiter un petit peu, ça évite les impayés de loyer, ça évite ce genre de crainte qu'on peut avoir quand on n'a encore jamais investi. Donc moi j'ai commencé par un appartement en bord de mer que j'ai loué en location saisonnière. D'accord. Ça c'était mon premier bien, ça a très bien fonctionné. Donc j'ai recommencé l'opération à l'identique sur un deuxième bien. D'accord. Et ensuite je me suis un petit peu diversifié pour les biens suivants parce que déjà je suis passé à quelque chose de plus... Je voulais investir plus en masse, donc je suis passé dans les immeubles de rapport qui permet d'acheter plusieurs appartements d'un coup. Et même en termes d'exploitation, j'ai un peu diversifié puisque j'ai une partie qui est exploitée de façon très classique, en location nue, en revenu foncier. J'ai aussi une partie qui a été exploitée en location meublée à l'année, qui en ce moment est exploitée en location courte durée. Voilà, donc j'ai un petit peu, j'ai aussi un local commercial, tu vois, donc j'ai un petit peu exploré. Un petit peu de tout en fait. Voilà, un petit peu de tout. Mais voilà, si je dois résumer, j'ai commencé par le saisonnier et ensuite je me suis diversifié sur d'autres modes d'exploitation. D'accord, ok. Oui, tu as commencé par la location meublée. Oui. C'est ça le sens de ma question, parce qu'effectivement, nous on voit beaucoup de personnes qui commencent à investir et qui se posent cette question. Et quel conseil tu pourrais donner sur quoi il faut aller en priorité? Est-ce qu'il faut aller sur quelque chose que l'on connaît bien, déjà un secteur que l'on connaît bien, ou un type de fiscalité que l'on a étudié au départ? Et quel serait toi ton conseil d'investisseur pour les personnes justement qui souhaitent se lancer sur leur premier projet d'investissement? Alors c'est une bonne question. Je pense que déjà la question du secteur que tu soulèves, elle est hyper importante et ça c'est vraiment, pour moi, ça facilite grandement les choses d'investir soit là où vous vivez, qu'en général on connaît bien, soit un secteur, si les prix de l'immobilier sont trop chers pour que ce soit suffisamment rentable, c'est de vous orienter vers un secteur peut-être plus loin mais dans lequel vous avez une certaine affinité, avec lequel vous avez une certaine affinité. Donc ça peut être soit parce que les gens ont grandi là-bas, soit parce que leur famille vit là-bas et du coup ils le connaissent très bien. Mais je trouve ça rassurant et moi c'est le choix que j'avais fait pour le premier parce que tu connais forcément un petit peu le secteur. C'est vrai que quand on met les pieds dans quelque chose qu'on ne connaît pas, non pas que c'est pas possible, mais c'est que ça va demander un boulot supplémentaire parce qu'il va vraiment falloir s'imprégner de la ville et il va vraiment falloir analyser la demande. Donc ça prend plus de temps et ça peut être beaucoup plus risqué, parce que je pense que c'est un peu
ça peut être une source d'erreur, en tout cas non, au niveau de l'emplacement, parce que C'est ça, si voilà. on investit, j'imagine, dans un endroit qu'on ne connaît pas du tout, il faut se renseigner sur l'emplacement, les accès aux transports en commun, Voilà. etc. Voilà, Et, l'économie locale, ouais. etc. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, ça demande quand même un peu plus d'expérience et ça peut faire peur quand c'est le premier. Donc, ça, c'est le premier point et tu as raison de le souligner. Après, en termes de statut, c'est vrai que la location meublée, voilà, tu as une expertise là-dedans. Moi, j'ai beaucoup investi en location meublée. Quand on démarre, c'est quand même pour moi le statut, le statut du loueur meublé non professionnel qui est le plus intéressant parce que ça reste quand même, à mon sens, la niche fiscale immobilière la plus généreuse. Il y a très peu d'inconvénients, il y a quand même beaucoup d'avantages fiscaux. Et concrètement, je pense que après, voilà, il y a des histoires plus compliquées de passage en LMP, avec les problématiques que ça peut soulever. Mais quand on démarre, je pense que tu seras peut-être d'accord, mais jusqu'à 23 000 € de revenus annuels en location meublée, vous prenez peu de risques, voire pas de risques, à vous mettre en location meublée. En plus, l'avantage du meublé, au-delà du statut en lui-même, c'est que ça permet, à mon sens, d'apporter de la résilience, parce que tu peux tester, par exemple, la location courte durée ou saisonnière. Si ça fonctionne pas ou pas ou que finalement ça vous plaît pas, l'appart étant déjà meublé, on peut le rebasculer en location meublée à l'année. Donc on peut vraiment faire plusieurs choses. Alors que c'est vrai que quand tu pars sur une location nue, une fois que le choix est fait, Ah oui, on peut plus revenir on en peut arrière. plus revenir en arrière. Ça pose quelques problèmes. Voilà, les revenus sont pas traités de la même façon d'un point de vue fiscal. Et en plus de ça, je veux dire, les durées des baux sont quand même plus contraignantes si à un moment donné vous voulez revendre ou le récupérer pour vous-même. Donc voilà. Donc moi, le conseil, ce serait effectivement, tu l'as très bien dit, une ville que vous connaissez. Oui. Et 2, partez en location meublée sous le statut LMNP, au moins pour le premier. Et voilà, c'est quand même un bon mix. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un petit peu le même retour d'expérience. Nous, on a tendance à conseiller ce statut, loueur meublé non professionnel pour un premier investissement, parce qu'on multiplie les avantages fiscaux, on va pouvoir amortir le bien. Ensuite, on reste sur un régime de plus-value des particuliers qui reste très intéressant lors de la revente, avec des exonérations pour durée de détention. Oui. Ce qui fait qu'effectivement, si on revend au bout de 30 ans, on est exonéré au niveau de la plus-value. Donc pour investir, c'est un petit peu un bon compromis. Ça mixe plusieurs avantages. D'ailleurs, le statut de loueur meublé non professionnel est aujourd'hui un petit peu une anomalie fiscale. Oui. Puisqu'on peut amortir et lors de la revente, on ne tient pas compte des amortissements pratiqués. Donc effectivement, nous, en tant que conseil d'un point de vue fiscal, effectivement, on peut que relever les avantages de ce statut pour commencer à investir. D'autant qu'en dessous de 23 000 €, il n'y a pas vraiment de contraintes. 23 000 € donc de recettes à l'année, il n'y a pas vraiment de contraintes. Après, il peut y avoir d'autres problématiques, notamment si on fait de la location saisonnière ou si on rentre après dans un statut de loueur meublé professionnel. Mais voilà, là, c'est d'autres problématiques par la suite. En tout cas, sur un premier investissement, on est en dessous de ce seuil. La question finalement, nous, on renvoie également vers ce statut et voilà, c'est le même retour effectivement que... Oui, c'est comme tu dis, ça reste une anomalie fiscale pour toutes les raisons que tu viens de citer. On pourrait même ajouter qu'en étant un petit peu malin et en anticipant bien, on peut cumuler donc le principe des amortissements avec les quelques avantages de la plus-value des particuliers, même sans attendre 30 ans, mais voilà, il y a d'autres choses qui peuvent venir optimiser un petit peu tout ça. Et ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Oui. Surtout que voilà, c'est quand même, on sait pas combien de temps ça va durer encore, quoi. C'est sûr. Après donc, quels seraient peut-être tes conseils pour des investisseurs qui seraient un peu plus expérimentés sur peut-être la typologie d'investissement, puisque tu as déjà investi par exemple dans un local commercial, ou en termes de nature d'investissement, en termes de structure juridique. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un investisseur justement qui a fait son premier investissement en location meublée, l'investissement se passe bien, maintenant il souhaite évoluer, faire évoluer ses investissements et quels conseils tu pourrais lui apporter et sur quoi il pourrait se tourner ou en tout cas commencer à prendre des renseignements pour pouvoir envisager un second investissement. Alors le gros conseil que je pourrais vous donner, c'est de prendre quand même plus le temps de la réflexion sur du long terme. Parce que autant le statut LMNP sur le premier va pas poser de problématique, autant sur les suivants, alors en fonction de l'évolution des lois, mais aujourd'hui, si vous dépassez 23 000 €, déjà ça va avoir plusieurs conséquences fiscales et au niveau de la sécurité sociale des indépendants.
Donc c'est de penser sur du long terme et de vous dire combien de temps vous voulez conserver le bien, quelle va être la finalité de cet investissement. Est-ce que ça va être de se dégager une rente mensuelle, donc il va falloir sortir de l'argent, ou est-ce que ça va être juste de créer du patrimoine et auquel cas l'argent va pas forcément être ressorti mais plutôt réinvesti. Et ça c'est important parce qu'en fonction de la réponse, je ne vais pas forcément orienter les gens vers le même type de statut. Si on prend un cas tout simple, par exemple le statut de la SCI qui est hyper simple, tu sais que si tu le fais à l'IR ou à l'IS, le traitement fiscal n'est pas le même et les conséquences derrière ne sont pas du tout les mêmes. Tout, surtout pour la revente à l'IS où là ça peut vite faire très mal, quoi. Donc, mais là, on parle que de la SCI, il y aurait d'autres choses. Donc voilà, c'est vraiment de vous poser la question quel va être l'objectif, parce que trop souvent, je vois des gens qui ne pensent pas assez long terme, et malheureusement, en fait, la fiscalité des sociétés est quand même la plus stable dans le temps dans notre pays par rapport à la fiscalité des particuliers. Et donc, si l'objectif il est vraiment long terme, ça vaut vraiment le coup de se poser la question. Oui, je pense que c'est vraiment une très bonne remarque parce qu'effectivement, c'est ça, on s'en rend compte, les sociétés, un impôt sur les sociétés, bon, la fiscalité ne va pas évoluer dans le temps, on ne parle pas du tout de remise en cause du statut de SCI à l'impôt sur les sociétés, ça va être un statut stable, mais effectivement, ça dépend de l'objectif de chacun. Si on souhaite simplement générer vraiment du cash rapidement, avoir des cash flows pour pouvoir avoir un complément de revenu, ou si c'est une optique davantage patrimoniale, où on souhaite faire simplement grossir son patrimoine dans le temps et être en tout cas très peu fiscalisé à l'impôt sur le revenu personnellement tout au long de nos investissements. Voilà. Donc ça me paraît effectivement essentiel. Et après, en termes de typologie d'opération, est-ce que toi, par exemple, la location saisonnière, parce qu'on va dire qu'il peut y avoir des avantages et des inconvénients, est-ce qu'aujourd'hui, tu conseillerais à quelqu'un qui commence à investir la location saisonnière, ou est-ce que, d'après toi, c'est plutôt un statut à envisager par la suite, une fois qu'on a fait une première opération qui fonctionne? Comment tu appréhendes un peu les... Alors, il n'y a pas une réponse toute faite parce que déjà, je peux vous dire, c'est pas fait pour tout le monde, la location. On va dire saisonnière ou courte durée. Les deux, c'est à peu près la même chose. Mais parce que en fait, ça demande énormément de... C'est un peu comme une vieille loco, tu vas mettre beaucoup de charbon au début. Ça demande beaucoup de travail et d'investissement au départ parce qu'il faut mettre en place, c'est quasiment un mini-business, la location courte durée. Il faut une équipe, il y a des plateformes de réservation à gérer, etc. Donc, ça demande une logistique. Donc ça demande beaucoup de boulot au début. Après, une fois que ça tourne, on peut y passer peu de temps en gestion toutes les semaines. Mais voilà. Donc déjà, tout le monde n'a pas forcément envie de faire ça. Oui. Je connais des gens qui ont essayé puis qui ont changé parce que c'est aussi un certain feeling. Après, est-ce que c'est bien de commencer par la location saisonnière? C'est pareil, ça va dépendre de l'objectif. L'avantage énorme de la location saisonnière, si on parle que en avantage financier, c'est que généralement, moi, ce que je constate, hors période de crise particulière où l'activité peut être un peu en baisse, mais c'est temporaire, tu vois. Mais on constate, si on fait une moyenne sur l'année généralement, que tu multiplies à peu près par 3 à 4 tes loyers par rapport à la location à l'année. Donc, ce qui est énorme. Alors, tu as des charges de fonctionnement qui sont beaucoup plus élevées, ça, on va pas se mentir non plus. Mais disons que dans l'ensemble, le cash flow net restant est quand même globalement bien plus intéressant. Et donc, ça peut être une stratégie intéressante quand on démarre, parce que ça peut déjà permettre de lever la crainte que moi je pouvais avoir au démarrage, les impayés de loyer, les locataires qui saccagent tout. C'est vrai que quand tu n'as jamais fait de location et que tu te focalises sur les titres des journaux, tu as l'impression que tous les locataires saccagent tout, tu vois. Donc ça évite déjà cette crainte. Et en plus de ça, ça peut permettre le cash flow important peut permettre de régénérer de l'épargne, de la trésorerie, qui ensuite pourra permettre de basculer sur une deuxième opération ou de rembourser plus vite le prêt par anticipation, etc. Donc il n'y a pas de réponse universelle, mais ça va vraiment, encore une fois, dépendre de l'objectif. Si votre objectif, c'est vraiment de recréer de la trésorerie et d'enchaîner après, ça peut être bien. Après, si votre objectif, c'est déjà d'en faire un sereinement et que vous ne voulez pas du tout y passer de temps, non, dans ces conditions, je ne conseille pas du tout la location saisonnière parce que ça sera pas du tout... ça va demander énormément de boulot au départ, quoi. Oui, c'est un petit peu une activité complémentaire, en tout cas. Oui. C'est une activité qui peut nécessiter... une mise en place très lourde, en fait, c'est ça. C'est ça. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas toute l'info disponible aujourd'hui. J'ai fait beaucoup d'erreurs et une erreur que j'ai faite notamment, c'était d'être convaincu qu'il fallait que je fasse tout moi-même. Tu vois, donc le ménage, le lavage des draps, des serviettes, le repassage, etc. L'accueil des clients. Donc pendant un an, en plus, je faisais vraiment du saisonnier à l'ancienne, donc du samedi au samedi. Donc pendant un an, le samedi matin, j'allais faire l'état des lieux de sortie, le ménage, puis l'état des lieux d'entrée avec les nouveaux, tu vois. Et en fait, au bout d'un an, j'ai dit c'est pas possible parce que là, tu te crées un deuxième job, quoi. Et je n'ai pas envie de faire ça tous les week-ends.
Donc après, j'ai délégué à une personne sur place, une conciergerie, qui est une société qui s'occupe vraiment de faire les ménages. Moi, je ne mets plus les pieds dans les appartements ou très peu. Mais ça, bien évidemment, c'est pas venu naturellement, tu vois. C'est quelque chose que tu découvres avec l'expérience. Alors heureusement, maintenant, c'est quelque chose qui commence à rentrer dans les mœurs parce qu'il y a des sociétés qui se sont développées. Les formations que je peux proposer, c'est des choses que j'explique de A à Z, justement pour aussi éviter aux gens qui se lancent, tu vois, de refaire la même erreur et de se recréer un job. Parce que c'est bien souvent l'image que les gens en ont, quoi. Ah oui, non, bien sûr. Ça peut être vite, je pense, chronophage si tu délègues pas de Complètement. partie. Et effectivement, d'après ton retour d'expérience, effectivement, c'est pas forcément quelque chose qui va être adapté à quelqu'un qui a simplement un objectif patrimonial de faire grossir son patrimoine à long terme avec pas forcément d'intérêt pour le suivi régulier effectivement de l'activité. Donc, c'est ça. Effectivement, ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde, mais il faut bien peser le pour et le contre avant de commencer, c'est ça. avant de commencer le mode d'exploitation. Alors, il faut peser le pour et le contre, mais je vais même aller au-delà. Même si vous êtes convaincu, de vouloir faire du saisonnier ou de la courte durée, gardez bien à l'esprit que l'investissement, il doit avant tout être rentable à l'année, en fait. Comme dans toutes les stratégies, pour moi, le saisonnier, c'est un accélérateur de cash flow, mais ça ne doit pas être c'est un plus, Voilà, c'est un plus. Alors, vous dites, OK, mon bien à l'année, je suis déjà rentable, c'est super, donc si je dois le mettre en location à l'année, il est bien. Et parce que j'ai envie d'aller plus vite, je vais l'exploiter en saisonnier, comme ça, je vais vraiment gagner du temps. Mais il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, font aussi cette erreur, tu vois, de se dire, le bien n'est pas rentable à l'année, mais c'est pas grave, parce que comme je vais faire de la courte durée, il va l'être. Et en fait, il mise toute la stratégie sur des chiffres avec un taux de remplissage élevé, etc. Et malheureusement, ça, c'est très dangereux. On l'a vu pendant le confinement, en l'occurrence où l'activité en location courte durée a fortement chuté. Oui, bien sûr. Elle n'était pas à l'arrêt total non plus, mais elle était quand même très ralentie. Et toutes les personnes qui ont misé uniquement là-dessus se sont retrouvées dans des situations un peu compliquées. Parce que tu vois, il y a des gens avec le confinement qui disent moi je le bascule à l'année et c'est pas grave, je reste rentable donc je suis pas en danger. Mais les gens qui n'avaient pas suivi cette règle de base, ils pouvaient même pas se permettre de le repasser à l'année parce que ça leur faisait perdre de l'argent, quoi. Et ça serait quand même dommage de vous mettre dans une situation compliquée. Effectivement, et pour rebondir sur ce que tu dis, je pense qu'il faut aussi rajouter le fait que la réglementation peut évoluer. C'est arrivé dans certaines villes, tout à fait. Comme Bordeaux par exemple, effectivement. Et si la ville réglemente les locations saisonnières et que vous avez investi sur un logement pour l'exploiter seulement en saisonnier, vous ne pouvez plus l'exploiter en saisonnier, ça va poser un problème effectivement au niveau de la rentabilité. Donc c'est une remarque qui me semble vraiment très pertinente et il faut vraiment avoir ça en tête avant avant de vous positionner sur un bien, effectivement valider que la rentabilité est déjà là en longue durée. Parce qu'effectivement, en fonction de l'évolution de la réglementation, vous risquez d'avoir un investissement qui n'est plus rentable. Exactement. Et même sans réglementation, juste peut-être que dans 4 ans, 5 ans, vous en aurez marre de faire du saisonnier parce que vous aurez envie de passer à autre chose, parce que la vie évolue aussi et qu'on n'a pas forcément les mêmes envies. Et vous serez peut-être bien content de pouvoir le basculer à l'année sans avoir à le revendre forcément, quoi. Ok. Voilà. Très bien. Merci pour ces conseils. Je t'en prie. Julien, comment aujourd'hui, parce qu'en fait, tu as commencé à investir dans l'immobilier, déjà pour tes propres investissements, mais aujourd'hui, tu as une chaîne, notamment une chaîne YouTube qui est une chaîne référence sur la location meublée, la location saisonnière. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu accompagnes les investisseurs immobiliers? Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui comme accompagnement pour les personnes soit qui souhaitent commencer à investir ou soit qui ont déjà réalisé leurs premiers investissements et qui voudraient envisager d'autres statuts, d'autres types de projets d'investissement? Quels sont les conseils, mais plutôt du coup l'accompagnement que tu peux proposer dans ce domaine? Alors, il y a plusieurs formules, il y a plusieurs choses qui sont possibles. En fait, j'essaie justement de répondre à tous les besoins que peuvent formuler. Ça peut aller de la formule la plus généraliste à la formule la plus personnalisée. La plus généraliste, c'est que je vais proposer tout ce qui est outils en ligne qui peuvent aider les investisseurs dans leur quotidien. Des fois, ça peut être des simulateurs, ça peut être des choses comme ça. Bien sûr, il y a une grosse partie de formation en ligne. Donc ça, c'est destiné soit vraiment aux gens qui sont purement débutants, où j'accompagne de A à Z. J'ai une formation phare qui s'appelle Investir et réussir, qui permet si quelqu'un est complètement novice, je fais vraiment un pas à pas de A à Z pour apprendre tout ça, parce que ça, on ne se lance pas sans apprendre, ça c'est quand même primordial.
même des gens qui sont déjà un peu expérimentés. Ça ne va pas s'adresser la formation en ligne forcément à des gens tu vois, qui ont déjà des connaissances de montage, de structure juridique, des choses comme ça, parce que là, on partira sur un autre type de prestations. Mais même des gens qui ont déjà acheté, j'ai régulièrement des personnes qui ont déjà acheté, tu vois, typiquement un studio en location nulle, le cas le plus simple qu'on puisse trouver, ou qui ont fait des programmes de défiscalisation et qui se rendent compte qu'ils ne sont pas forcément rentables. Ça peut leur permettre justement de comprendre pourquoi ils n'ont pas cette rentabilité, quelles sont les erreurs, et de repartir sur des bases saines. D'accord. Okay. Ça, c'est vraiment une première partie. L'autre partie qui est aussi importante, c'est vraiment de l'accompagnement, j'appelle ça en one-to-one, c'est du coaching personnalisé. Donc soit vous avez une problématique particulière, on peut se voir ou s'appeler pendant 1 heure, on traite de la problématique. Et sinon, je propose aussi du coaching vraiment projet, j'appelle ça. Donc sur 1 an, j'accompagne une personne de A à Z, mais c'est vraiment personnalisé de son objectif de départ qui est je veux investir, et on va définir ensemble quel est son objectif derrière, est-ce que c'est plutôt patrimonial, cash flow, quel objectif temporel, et puis tu vois, on va découler comme ça une stratégie et on va ensuite aller à l'investissement. D'accord, ok. Voilà. Tu accompagnes sur toutes les étapes, comment ça se passe par exemple sur la visite de biens, enfin sur un bien, tu peux donner des conseils avant la signature du compromis, tu valides tous les éléments à vérifier avant de se positionner sur un bien. Comment ça se passe? En fait, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment disponible pour la personne. C'est pour ça que c'est du personnalisé. Je suis là à toutes les étapes. Alors, je ne peux pas accompagner sur toutes les visites parce que ce serait très compliqué à gérer. Par contre, je fais une journée terrain avec la personne. D'accord. Justement pour lui montrer comment ça se passe concrètement, quelles sont les choses à regarder, les bonnes pratiques, les réflexes, les points de vigilance. Comme ça, la personne, elle est capable, même si elle retourne visiter après toute seule, tu vois, elle a adopté ses réflexes et elle est capable de savoir ce qu'il faut regarder. Bien sûr, moi, je suis toujours là en soutien, c'est-à-dire qu'après chaque visite qui lui paraît intéressante, on analyse ensemble les chiffres clés, les photos ou le film qu'elle aura fait de la visite, comme ça me permet de voir aussi. Bon, bien sûr, s'il faut faire une contre-visite et que la personne a besoin que je vienne, généralement, je m'arrange aussi pour venir, c'est quand même le principe. Analyse du compromis, quelles sont les clauses suspensives, les clauses, les conditions suspensives qu'on va mettre dedans. Voilà, je vais jusqu'au bout et ça ne s'arrête pas à la signature parce qu'après, généralement, il y a une phase travaux, il y a une phase première mise en exploitation. Moi, j'arrête vraiment quand les locataires sont en place, quoi. Voilà. D'accord, ok. Donc de l'idée à la remise des clés au locataire, au premier loyer encaissé, voilà, on va dire c'est comme ça. C'est l'idée, c'est que c'est vraiment personnalisé. Et après, entre les deux, j'ai des prestations intermédiaires. Donc, parce qu'on est à Bordeaux, 1 fois par an, j'organise un séminaire principalement axé autour de la location meublée à Bordeaux. D'accord. Et au-delà de ça, je suis régulièrement intervenant dans des événements et j'ai aussi un mastermind immobilier. Donc ça, c'est un intermédiaire entre la formation et l'accompagnement personnalisé. C'est sur 1 an, mais par contre, on est en groupe de 10 et l'idée, c'est que je prends pareil des gens qui sont plutôt un profil débutant, qui sont pas forcément. Alors ça s'adresse encore à une typologie différente parce que c'est des personnes qui sont pas forcément autonomes, tu vois, comme tu pourrais l'être avec une formation en ligne, par exemple, où tu es derrière ton écran, donc ça demande un peu de rigueur. Là, l'avantage du mastermind, c'est que tu es vraiment entouré de personnes et avec un suivi. Sur 1 an, pareil, on se rencontre régulièrement, il y a des appels de groupe et moi, je fais vraiment un suivi des objectifs de chacun. L'idée, c'est aussi que je pars du principe que quand tu es entouré de personnes qui ont le même état d'esprit, tu passes beaucoup plus facilement à l'action parce que déjà, tu es dans une bonne dynamique. Et en plus de ça, tu t'engages aussi auprès des autres. Tu vois. Quand tu es devant 10 personnes et que tu dis, bon, bah voilà, mon objectif pour dans 15 jours, c'est d'avoir fait au moins 5 visites de biens, on le note, et tu t'es engagé. Donc, c'est plus difficile de procrastiner, tu vois. C'est l'émulation de groupe. Exactement, ouais. Ça, c'est surtout pour les gens, tu vois, qui sont un peu isolés. Il ne faut pas forcément un entourage de gens qui les soutiennent dans la démarche d'investir, parce que c'est vrai que souvent, on est vu comme des ovnis, surtout quand autour de soi, on n'a pas de personnes qui font de l'investissement. Voilà, donc mon but avec ce mastermind, c'est aussi de casser cet isolement et d'avoir, voilà, si vous êtes tout seul et que vous êtes dans cette situation, au moins vous allez rencontrer des personnes qui sont exactement dans la même et tout le monde évolue en même temps, quoi. D'accord, ok. Voilà. Et après, c'est des réunions qui se passent, comment ça se passe, c'est Alors, c'est une fois par trimestre, on fait une journée à Paris, puisque c'est le plus simple d'accès pour tout le monde, que tu sois en France. Et après, tous les 15 jours, il y a un coaching par groupe de 5. Donc, moi, j'appelle, on est 5 en ligne. Et on note tous les 15 jours les objectifs, quoi. Et entre ces séances, les gens, via les groupes privés,
sur WhatsApp notamment, peuvent se contacter, poser des questions, tu vois. Donc, tu es vraiment… Oui, on est dans un réseau, en voilà, fait. exactement. Dans un écosystème d'entrepreneurs, en tout cas, d'investisseurs immobiliers. Ouais. Et les craintes que tu peux avoir, tu vois, ta première visite, tu dis, j'ai visité ça, mais je ne sais pas trop. Si tu envoies ça au groupe, tu sais qu'il y a forcément quelqu'un qui va te répondre dans l'heure qui suit. Donc, ça, c'est un peu la force. Et ça, c'est pareil, c'est une fois par an que j'ouvre les inscriptions. Généralement, c'est aux alentours du mois d'octobre, tu vois. Et je prends 10 personnes. Et là, c'est vraiment sur candidature parce que le but, c'est que je veux des personnes qui ont le même état d'esprit, les mêmes valeurs et le même niveau. Voilà. Oui, qui soient motivés pour passer à l'action. Parce que si tu prends des personnes qui ont simplement un projet mais qui ne mettent pas les choses en place, il n'y a pas forcément d'intérêt pour le groupe. Et je préfère ne pas avoir 10 personnes, mais avoir des personnes vraiment qui sont… je sais qu'elles vont bien s'entendre et qu'elles sont dans la même dynamique. Parce que c'est ça qui est important derrière, que de prendre à tout prix 10 personnes et d'avoir un ou deux canards boiteux qui vont mettre à mal le groupe, quoi. D'accord. Voilà. Donc c'est un peu ça l'étendue des prestations que je propose. J'essaie de répondre un peu à tous ces typologies de besoins, quoi. Ok, très bien. Julien, déjà, mais merci beaucoup pour cette interview, pour l'apport d'informations que tu nous as fait. Après, de toute façon, on va mettre tes coordonnées dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez avoir des informations, donc on pourra directement te recontacter, avoir les coordonnées de ton site. Alors déjà, de toute façon, ta chaîne YouTube, tu partages énormément de contenu sur la location meublée notamment. Donc c'est un petit peu la chaîne de référence en France. Donc de toute façon, si vous avez des questions, vous allez peut-être déjà trouver de l'information directement. Je pense qu'il y a pas mal de choses déjà. Je pense qu'il y a déjà de quoi faire au niveau de tes vidéos. Et puis après, voilà, si certaines personnes sont intéressées pour te contacter, de toute façon, on mettra toutes tes coordonnées en description de la vidéo. Sans problème. Voilà, j'en profite pour vous rappeler de vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir tous nos nouveaux contenus, toutes nos nouvelles interviews. Également, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. Écoutez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne PMC Expertise Comptable. Au revoir. Merci Julien, au revoir.